ce rendez-vous qui m'apparaît tout à fait essentiel. Je voudrais m'efforcer très laconiquement répondre à la question des lois pourquoi faire, puisque c'est de cela dont il s'agit, et j'appellerai à la rescousse Montesquieu. Une loi n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle est loi parce qu'elle est juste. Et je crois que c'est véritablement au cœur de notre sujet. Je voudrais avec vous rapidement faire un historique et nous replonger dans les années 70-80. À compter de la fin des années 70 et durant les années 80, on a vu se développer en France particulièrement un antisémitisme nouveau, profondément idéologique et prétendument scientifique, le révisionnisme. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de prétendre que l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, s'agissant de l'extermination des Juifs par le régime nazi, ne serait qu'une vaste mystification orchestrée par les lobbies juifs pour s'attirer la sympathie et la pitié de l'opinion publique et surtout des millions de dollars. Pour les négationnistes, cette mystification constituerait également le mythe fondateur de l'État d'Israël. En résumé, les 6 millions de Juifs exterminés, chiffre évidemment contesté, durant la Seconde Guerre mondiale, n'auraient été victimes que d'eux-mêmes. Ils auraient déclaré la guerre à l'Allemagne, des maladies, à Auschwitz on n'aurait gazé que des poux, et de la misère dont tout le monde a souffert, ainsi bien sûr que des alliés et surtout de la Russie communiste. Le but poursuivi est simple, il est double. Réhabiliter le régime nazi, désigner la communauté juive comme un fléau de la société. Tout cela n'a évidemment rien, mais strictement rien d'historique, mais bien sûr tout de politique. La particularité du négationnisme, et je crois qu'il faut s'y arrêter quelques instants, peut-être cela a-t-il été fait ce matin, et je crois que c'est important, c'est le point de conjonction entre les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche. Ainsi, faut-il le rappeler, le premier négationniste est Maurice Bardèche, beau-frère de Brasillac, rédacteur en chef, on le sait, du journal antisémite Je suis partout, fusillé à la Libération. À gauche, Paul Racinier, ancien résistant, déporté, d'abord communiste, puis anarchiste, tombé dans le délire, il n'y a pas d'autre terme antisémite, ce qui le rapprochera de Bardèche, qui deviendra son éditeur. C'est également l'ultra-gauche, qui servira de rampe de lancement au délire de Robert Forisson, à partir des années 70, à l'instar de Pierre Guillaume. Pour cette ultra-gauche, Auschwitz est un alibi anti-révolutionnaire. Pour Forisson, c'est une invention des sionistes et des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment on passe de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est le cas, on s'en souvient, de Roger Garaudy, avec ses mythes fondateurs de la politique israélienne, qui lui vaudra d'être condamné par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, décision confirmée par la 11e chambre de la Cour d'appel. Je voudrais, à cet égard, parce que nous sommes dans une question, je le dis et j'insiste là-dessus, qui n'a rien d'historique, mais tout de politique. Et je voudrais faire parler Jean-Marie Le Pen lui-même, qui expliquait au moment de la cérémonie qui s'est tenue le 16 mars 1998 devant la tombe de François Duprat, historien négationniste d'extrême droite bien connu, diffuseur d'ouvrages à la gloire du nazisme, des SS, etc. Ce jour-là, il va dire « Ceux qui aujourd'hui sont à l'extrême gauche et qui, tôt ou tard, avec d'autres sans doute qui sont géographiquement plus près de nous, se retrouveront à nos côtés. Ô combien prémonitoire, ô combien prémonitoire, vous connaissez la suite. » Je reviens au sinistre professeur Forisson, qui va, hélas, au cours des années 80, faire des émules, notamment au sein de l'université lyonnaise. Ce seront les affaires Roch, les affaires Notin, et puis on en arrive à 1987. 87, c'est une année importante dans ce qui va conduire à la loi de 1990. C'est la fameuse affaire dite du point de détail. Vous vous en souvenez sans doute, c'est à nouveau Jean-Marie Le Pen qui est interrogé sur les ondes d'une radio et qui va tenir ces propos que vous avez évidemment tous en mémoire, selon lesquels les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et la suite est intéressante parce que lorsque le journaliste manifeste son étonnement, le président du Front National d'alors répond «
Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire que c'est une obligation morale? Jean-Marie Le Pen, ai-je besoin de le dire, n'est évidemment pas historien, est un homme politique, et là nous voyons évidemment l'instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à des fins exclusivement idéologiques. Et là, les associations d'anciens résistants et déportés, associations antiracistes, parmi lesquelles évidemment la LICRA, SOS Racisme et d'autres, se trouvent fort dépourvues. Car quelques années plus tôt, l'Assemblée nationale a voté, au mois de juillet 1972, à l'unanimité, faut-il le souligner, c'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné, une loi qui fait du racisme un délit. Depuis la loi du 1er juillet 1972, le racisme n'est plus une opinion dans notre pays, mais un délit. Mais lorsque nous tentons de nous servir de cette loi pour combattre le négationnisme, eh bien, nous faisons, pardonnez-moi l'expression, chou blanc. Nous avons subi un échec retentissant en 1982, lorsque nous avions répondu par une procédure à une provocation, une énième provocation de Robert Forisson, qui concernait toujours ces délires antisémites s'agissant du prétendu génocide des Juifs. Eh bien, la Cour d'appel de Paris, donc il disait que ce n'était qu'un mensonge qui avait permis une gigantesque escroquerie politico-financière. Ces propos sont connus, et la Cour d'appel de Paris nous a dit, écoutez, on est désolé, mais on ne peut pas condamner parce qu'il n'y a pas de fondement légal aux poursuites, et la loi de 1972, en l'espèce, ne peut pas s'appliquer. Donc, lorsque Jean-Marie Le Pen va tenir ses propos en 1987, on va innover, et puisqu'il n'y a pas de loi répressive qui nous permette de faire condamner Jean-Marie Le Pen, on va, et là je m'adresse plus particulièrement aux juristes, se servir d'un fondement civil qui est celui du trouble manifestement illicite. Donc on va lancer une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui va effectivement faire droit à notre demande en condamnant Jean-Marie Le Pen à faire cesser ce trouble manifestement illicite et en condamnant à une provision dérisoire, car évidemment la question n'est pas une question pécuniaire, c'est évidemment une question de principe. Et ce qui est intéressant dans cette décision du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est qu'elle va souligner, je cite, l'absence d'un texte législatif sanctionnant expressément des propos tels que ceux reprochés. Donc les juges eux-mêmes disent « on est ennuyé, il n'y a pas de fondement juridique ». Je voudrais, à titre plus personnel, m'arrêter sur cette année 1987. Pourquoi ? Parce que 1987, c'est l'année du procès de Klaus Barbie. Il se trouve que j'ai eu l'honneur d'être partie civile au cours de ce procès, qui a eu lieu, comme vous le savez, à Lyon, et je veux vous narrer une anecdote qui est, je crois, au centre de notre propos. Au début du procès, sans doute vous en souvenez-vous, la défense de Klaus Barbie, en l'espèce Jacques Vergès, s'était posée en armure devant son client pour que toutes les flèches lui soient destinées et en fait avait soulevé toute une série d'incidents de procédure, ce qui est usuel dans ce type de procès, jusqu'à ce que Klaus Barbie quitte la salle d'audience, vous en avez sans doute le souvenir. Au cours de cette première semaine d'audience, la presse nationale et internationale était présente sur ces quais de Saône devant le palais de justice de Lyon. Ceux qui connaissent, il y avait des centaines et des centaines de journalistes et des milliers de personnes qui souhaitaient être des contemporains de ce procès historique, le premier procès d'après-guerre de crimes contre l'humanité, contre un officier nazi. Et pendant que nous discourions sur les problèmes de droit, à l'extérieur du palais de justice, un homme distribuait des tracts, à la façon de ceux très courageux qui ont distribué aujourd'hui même ces petits autocollants de la vieille taupe, etc. Le courage a toujours ses limites. Et cet homme qui distribuait des tracts, c'était Robert Forisson. Robert Forisson allait vers les personnes qui se trouvaient là, des jeunes, des moins jeunes, surtout des jeunes, bien sûr, des journalistes, en disant « mais tout cela n'est que mystification, tout ça n'est que foutaise, les chambres à gaz n'ont jamais existé, les Juifs, ceci, cela, Israël... Bon. » Ça commençait à prendre, ça pouvait prendre. Et puis, le procès a basculé. On en a fini avec les problèmes de droit, et sont arrivés les témoins.
Les témoins, c'étaient des grands hommes et des grandes femmes et des anonymes qui n'en étaient pas moins grands et moins grandes. C'était le témoignage de Madame Vaillant-Couturier, c'était le témoignage de Madame Geneviève Antonios de Gaulle, c'était le témoignage de Simone Lagrange, c'était le témoignage de ces innombrables résistants déportés, juifs, communistes, qui sont venus dire ce qu'ils ont vécu. Ce sont ces résistants, ces déportés, et particulièrement ces femmes, car j'ai particulièrement moi-même été frappé par le témoignage des femmes au cours du procès Barbie, car dans notre civilisation judéo-chrétienne, l'atteinte à la dignité est encore plus atteinte lorsqu'il s'agit de femmes, lorsqu'elles sont venues décrire ce qu'elles ont vécu, mais lorsqu'elles sont venues dire les odeurs, lorsqu'elles sont venues décrire ces trains entiers d'enfants qui arrivaient et lorsqu'elles voyaient instantanément la fumée sortir de ces cheminées et parler de l'odeur de ces corps d'enfants qui étaient brûlés. Et là, je peux vous dire et vous affirmer, sans risque d'être contredit par quiconque, que Forisson, il a disparu. Tout ce qui était autour de son discours, de sa négation, ça ne prend plus. Ça peut marcher dans un amphithéâtre face à des étudiants qui, évidemment, sont vierges de toute information. Mais devant Madame Antonios de Gaulle, devant Simone Lagrange, devant Madame Vaillant-Couturier, qu'est-ce que vous voulez qu'un Forisson vienne dire? J'ai vu, j'y étais, j'ai vécu. Alors, l'histoire de la loi Guessot, ce n'est rien d'autre que cela. Il s'est trouvé un certain nombre de députés, et notamment le député Jean-Claude Guessot, la loi porte son nom, qui va, dans la foulée de ces événements, déposer une proposition de loi qui vise à accentuer la répression et la prévention du racisme et de l'antisémitisme en fixant 3 objectifs. Parce que la loi Guessot n'est pas que l'article 24 bis de la loi de 81. En fait, la loi Guessot, elle vise à accentuer la répression de la législation existante de la loi de 72. Elle vise à permettre aux tribunaux de prononcer des peines d'interdiction des droits civiques et de publication, ce qui est très important, des décisions de condamnation. Et puis, elle vise enfin à créer une nouvelle incrimination qui concerne le négationnisme, car dans les faits des négationnistes, il s'agit évidemment de réhabiliter le nazisme. Voilà ce que dit François Asensi, qui est le rapporteur de la commission des lois. Il convient d'instituer un délit spécifique en la matière, sans poser pour autant des juges, sans pour autant, je vous prie de m'excuser, faire des juges les gardiens d'une histoire officielle. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer dans la loi de 81 article 24 bis, seront punis ceux qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité définis par la loi du 26 décembre 64, tendant à contester l'imprescriptibilité de ces crimes. Je voudrais m'arrêter sur 2 points et répondre aux détracteurs de la loi. Tous les détracteurs de la loi ne sont pas d'infâmes fascistes, antisémites et non. Je crois qu'il y a des vrais problèmes qui ont été posés au moment de cette loi, et je crois qu'aux vrais problèmes, il faut apporter de vraies réponses. La première question qui a été posée est la suivante. La loi Guessot a-t-elle pour finalité d'instaurer une vérité historique? À cela, Jean-Claude Guessot lui-même a répondu. Son objet, son unique objet, j'y insiste, est la lutte contre l'antisémitisme militant et revanchard que constitue le négationnisme, forme d'autant plus dangereuse que l'on s'éloignera de l'époque où ces crimes ont été commis et leur révolution et leur révélation, et alors que les victimes et les témoins auront disparu. Pour avoir eu le privilège, parfois pénible, je vous prie de le croire, de plaider un très grand nombre de dossiers sur le fondement de la loi de 1990. Je mets ici, comme ailleurs, quiconque au défi de me donner un exemple, j'en demande pas 2, j'en demande pas 3, j'en demande un, d'un historien qui aurait été poursuivi et a fortiori condamné sur le fondement de la loi de 1990. Il n'en existe pas. Forisson est un professeur de
prétendue littérature, Notin, Roch, Plantin, le dernier, Theil, Georges Theil, élu du Front National, 6 mois de prison ferme. Ces gens-là ne connaissent rien à l'histoire, instrumentalisent l'histoire, ne sont pas des historiens. Et à la fameuse question, puisque je citais cet exemple tout à l'heure, du nombre de victimes, il n'a jamais été question de contester à un historien le droit de se poser la question du nombre exact de victimes de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'existe pas de vérité historique. La révision est consubstantielle de l'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire sans révision. Les historiens le diront sans doute, bien sûr, mieux que moi. On n'appréhende pas aujourd'hui l'histoire de la Révolution comme on l'appréhendait au XIXe siècle, heureusement. Et cela est évidemment vrai aussi pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de la Shoah. Voilà ce que dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 1997. Si la contestation du nombre de victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et réprimé, écoutez bien la suite, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi. C'est-à-dire, évidemment, à des fins qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Là est la limite posée par la loi. Nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. La loi Guessot n'instaure aucune vérité historique. Deuxième grand grief fait à l'égard de cette loi serait une atteinte à la liberté d'expression. Alors vous m'en voudrez pas, mais après Montesquieu, j'appellerai Sartre. Exprimer une opinion est une chose, provoquer à la discrimination en est une autre. L'antisémitisme ne rentre pas dans la catégorie de pensée que protège le droit de libre expression. Et là encore, je suis juriste et je m'inscris dans un débat strictement juridique. Ce que nous oppose généralement, ce qui ne manque pas d'être suave, les négationnistes antisémites de tout poil, c'est la Déclaration européenne des droits de l'homme. C'est assez singulier, honnêtement, franchement. Quand vous entendez ces gens-là venir, qui sont par définition consubstantiellement des ennemis de la liberté, de la démocratie, qui sont, disons-le clairement, des antisémites, des fascistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, lorsqu'ils viennent vous dire « Ah, je viens me placer sous la protection de la Déclaration européenne des droits de l'homme », c'est vrai que c'est un peu dur. Mais ils ont raison. Nous sommes dans un état de droit. Simplement, ils ont une lecture quelque peu parcellaire de la Déclaration européenne des droits de l'homme. L'article 10 qu'ils invoquent, c'est l'article 1er. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de communiquer, etc., etc. No comment. Ils oublient simplement que cet article 10 comprend un alinéa 2. Et que dit l'alinéa 2 ? L'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation des droits d'autrui. En d'autres termes, toute démocratie a non seulement le droit, mais également le devoir de se protéger. Et c'est ce que va reconnaître la Cour de cassation, qui va expliquer, je termine, je vous rassure, mais je voudrais quand même accordez-moi encore quelques brefs instants pour terminer sur la dimension nationale et extranationale. Quelques brefs instants, mais comme le juge pénal, nous aurons une interprétation restrictive de ces instants. Bon, simplement, la Cour de cassation nous dit les propos contestant l'existence de crimes contre l'humanité portent atteinte à la mémoire des victimes du nazisme et sont susceptibles de troubler la coexistence harmonieuse des personnes au sein de l'État français du fait qu'ils propagent des idées tendant à réhabiliter la doctrine et la politique de discrimination raciale nazie. Alors, puisque je dois aller vite, je passe. Alors, simplement, je vous donne les références. Je ne vous donne pas les textes. C'est ce que va confirmer la Commission européenne des droits de l'homme dans une décision du 24 juin 1996, je ne vous la lis pas, et le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui va confirmer par une décision du 8 novembre 1996. Un ultime mot, puisque vous y avez fait référence. Je ne peux pas arrêter mon propos
à la seule loi Guesso. Je voudrais, alors peut-être pour ouvrir le débat, rappeler effectivement, puisque nous avons célébré hier le 10e anniversaire d'un texte concernant le génocide arménien. On connaît les vicissitudes, je pense que vous allez y revenir dans quelques instants. Je crois que c'est un vrai sujet d'interrogation, mais de grâce, puisqu'il y a un autre texte que je veux citer, c'est la loi Taubira, évidemment, qui est aussi une autre loi déclarative, qui est celle de la reconnaissance par la France de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Il était temps, et je crois qu'il était absolument indispensable que nous le fassions, mais de grâce, cette concurrence mémorielle est un drame dans le paysage national. Chaque génocide a sa spécificité, son histoire. Évidemment que nous devons nous doter des moyens législatifs pour combattre et faire condamner les négationnistes, mais attention au mélange des genres, attention à cette volonté qui serait celle d'une sorte de nivellement et de l'absence de mise en perspective de chacune des histoires. Nous avons trop tardé dans notre pays à reconnaître l'existence de la traîne négrière, la reconnaissance du génocide arménien, de la reconnaissance du discours de 95 du président Chirac sur la participation de la France, etc. Cette page est tournée. Regardons le présent et l'avenir. Tout cela appartient désormais au passé et je voudrais terminer par une note d'optimisme pour, encore une fois, être un praticien de cette loi de 90. Nous avons, pas dans tous les domaines, je suis président de la LICRA et dans le domaine de la lutte antiraciste, nous avons commis des erreurs. Ce n'est pas le sujet d'en parler ici. Mais contre les négationnistes, nous n'en avons pas commis. Et je crois que le combat que nous avons mené est un combat qui, aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, évidemment, on n'a pas éradiqué le problème, mais on a fait une chose extraordinaire. On a ramené ces gens-là entre eux. Il n'y a plus de risque de propagation où il est limité parmi les jeunes. Aujourd'hui, ils peuvent savoir, ils veulent savoir. Et je crois que le combat que nous avons mené, notamment et essentiellement avec la loi de 1990, a été un combat qui a été couronné de succès. Je vous remercie.